Cette Petit quart d'heure conférence avant. va maintenant être enregistrée. Ah, ça y est. Donc, le contenu du webinaire va se présenter comme ça. Une petite présentation des modalités de candidature à APIRES 2022. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça va pas être super sexy, mais bon, c'est toujours bien de l'entendre au moins une première fois. Et puis, vous aurez le lien pour vous connecter directement sur le site du GIRCISO pour voir tous les documents et toutes les modalités. Et puis ensuite, ce qui sera beaucoup plus intéressant, c'est d'avoir l'intervention de 3 porteurs de projets, dont Noémie Marchak, qu'on connaît bien maintenant, qui avait obtenu un APIRES, je crois, en 2018, et puis 2 lauréates de la dernière édition, de l'APIRES 2020, mais dont on avait eu les résultats en 2021. Donc, 2 candidates, 2 lauréates du CHU de Toulouse. Donc, voilà, je vais vous présenter ce que vous pourrez ensuite relire sur le site. Donc, l'appel à projet APIRES est ouvert aux 12 établissements du GIRCISO. Et puis, peut-être que bientôt, on aura en plus le CHU de Cayenne, mais c'est pas encore le cas là tout à fait. Et c'est également ouvert au centre hospitalier de l'interrégion. Le champ de la recherche ciblée par APIRES, c'est la qualité et la sécurité des soins, la validation de pratiques innovantes dans les parcours de soins du patient, la validité de pratiques managériales et pédagogiques innovantes au bénéfice du patient avec un impact clinique. Donc ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on veut, on accepte toutes sortes, tout champ de la recherche, mais concernant le management et la formation, des fois, c'est difficile d'avoir un bénéfice direct pour le patient. Et puis, on a ajouté un autre champ cette année, c'est la pertinence des soins. Concernant l'éligibilité des projets, il faut qu'ils soient portés par un professionnel paramédical qui est défini dans le Code de la santé publique. C'est la même liste que celle qui est éligible au PHRIP. Il s'agit de produire des nouvelles connaissances et que le projet donne un impact réel sur les pratiques des professionnels au bénéfice des patients. Sont exclus de cet appel à projet l'évaluation de dispositifs médicaux, à l'exception des dispositifs médicaux de catégorie 1. Sont exclus également les médicaments et les évaluations de pratiques professionnelles. L'objectif, c'est de mener une étude dans le champ de compétences des paramédicaux. L'étude, historiquement, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'était le PI d'APIRES, c'était pour les études pilotes. Donc là, s'il y avait une confusion au niveau des méthodologistes et lors des évaluations, on ne savait pas bien définir ce qu'était finalement une étude pilote. Donc on a rayé cette étude pilote, mais compte tenu des budgets, etc., on veut quand même favoriser les études peut-être de plus petite envergure, mais qui vont pouvoir donner lieu plus tard au dépôt d'un projet de plus grande envergure, type PHRIP. Et c'est important de le noter dès la lettre d'intention, de marquer à un endroit dans vos perspectives, par exemple, que voilà, que vous souhaitez ensuite mener une étude multicentrique de grande ampleur ou quoi. Ça fait toujours, c'est quelque chose qui est toujours apprécié dans les évaluations. Les types de projets, donc on accepte des études monocentriques ou multicentriques, mais qui doivent obligatoirement être réalisées au sein du territoire du GIRCI. Tout type d'approche, qu'elle soit qualitative, quantitative ou mixte, sont acceptées. Les petites contraintes, c'est que le projet a une durée maximale de 2 ans. Quand on entend 2 ans, c'est depuis l'inclusion du premier patient jusqu'à la fin du suivi du dernier patient inclus. Et les études, les RIPH, donc recherches impliquant la personne humaine de catégorie 2 et de catégorie 3, sont acceptées, ainsi que les études hors loi Jardé. La cible, ça on en a parlé juste avant, ce sont les infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais c'est vrai qu'on a eu quelques discussions avec les référents paramédicaux, savoir si on acceptait que les projets soient portés par des psychologues ou des éducateurs sportifs. Et puis, on a fait le choix de
de conserver la liste des porteurs potentiels qui seront éligibles ensuite au PHRIP. Pour les modalités de soumission des lettres d'intention et des projets, il faut utiliser les trames qui sont téléchargeables sur le site du GIRSI. Le financement, donc l'enveloppe globale pour APIRES cette année, ce sera de 253 000 € avec une enveloppe maximale par projet de 28 000 € pour les études monocentriques et 43 000 € pour les études multicentriques. Alors, ça a été un petit peu augmenté par rapport aux éditions précédentes en raison de la revalorisation liée au Ségur. Et donc, juste pour information, les cofinancements peuvent être acceptés, mais ils doivent être justifiés au stade de protocole complet. Et sont éligibles au financement les dépenses de titre 1, c'est-à-dire les frais en personnel, les dépenses au titre 2, exemple petit matériel médical ou certains actes que vous devriez faire, et les dépenses de titre 3, frais de publication, de mission, etc. Il y a plusieurs étapes à suivre pour préparer les projets. Donc d'abord, la préparation des lettres d'intention en lien avec des personnes contacts de vos DRCI de proximité. Donc les personnes contacts sur le site du GIRSI, vous avez toutes les coordonnées, soit des relais opérationnels, soit des référents paramédicaux. Et voilà, ça c'était déjà le cas dans les éditions précédentes, mais on le précise là d'emblée dans le flyer, c'est qu'un visa par un méthodologiste est exigé dès le stade de la lettre d'intention. Le dépôt de lettre d'intention se fait via la DRCI de proximité qui envoie sur une adresse directement au GIRSI-SOHO. La sélection des lettres d'intention se fait sur la base d'une grille d'évaluation commune. Alors, j'ai chaque fois devant ma présentation le petit encart qui se fixe devant moi. Donc, elle est examinée par 2 établissements du GIRSI non impliqués. Il y a une évaluation scientifique qui est réalisée par un professionnel paramédical et une évaluation méthodologique. Un tout petit peu plus tard, je vais vous montrer quels sont les critères sur lesquels sont notés vos lettres d'intention. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'aussi au niveau de la sélection des lettres d'intention, il y a la plus grande partie du temps est consacrée à vérifier les critères d'éligibilité. Donc ça, c'est important de les prendre en compte dès la soumission du projet. Ensuite, si la lettre est retenue, elle pourra donner lieu au dépôt d'un projet complet en utilisant les trames imposées. Pour rappel, juste aussi sur le site du GIRSI, il y a une checklist. C'est-à-dire qu'il y a non seulement on veut le protocole, mais même au niveau de la lettre d'intention, on veut d'autres petites choses en plus. Donc, il faut bien recenser tous les documents qui seront nécessaires au dépôt du projet. Le dépôt des dossiers complets se fait de la même façon via la DRCI de proximité. Et l'expertise des projets se fait de la façon suivante. Chaque projet est examiné par un expert scientifique. Il y a un expert scientifique médical du domaine, paramédical du domaine qui est sélectionné hors GIRSI, un expert scientifique médical, un expert méthodologique qui est à l'intérieur du GIRSI, mais qui n'appartiennent pas à des établissements impliqués. Et le conseil scientifique de sélection des projets aura lieu le 30 novembre 2022. Il est composé de rapporteurs des 12 établissements membres du GIRSI. Au préalable, les projets et les expertises auront été revus par un binôme médical-paramédical dont l'un d'eux siégera au conseil scientifique. Donc, j'ai passé rapidement sur les dates. Juste, je reviens un tout petit peu en arrière pour vous redonner la date limite de soumission des lettres d'intention qui est le 4 avril 2022. Et ça, en fonction des DRCI desquels vous dépendez, elle peut être fixée une semaine avant. Et le jury pour la sélection des lettres d'intention, c'est le 17 juin 2022.
Le dépôt des protocoles complets, c'est le 17 octobre 2022 au niveau du GIRSI, donc un petit peu avant dans vos établissements. Et le jury final, c'est le 30 novembre 2022. Donc, quelques petites clés ou astuces ou conseils pour bien préparer vos lettres d'intention ou vos projets. Donc, il faut s'assurer que le projet répond aux critères définis par l'appel à projet. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à... Je crois que tu es en mode pointeur laser, Sophie. Ah, voilà. Alors, j'ai fait un truc extraordinaire. Ou comment je fais pour enlever mon pointeur laser? Peut-être clic droit, peut-être. Alors, je vais cliquer droit. Bonne question. Option du pointeur. Option du pointeur, ça y est. OK. Pointeur laser. Faut juste recliquer dessus, peut-être. Recliquer sur pointeur laser. Ah, voilà. Ça y est, excusez-moi. Donc, voilà. Il faut donc les clés pour réussir voilà, la conception de vos projets. Donc, s'assurer que le projet répond aux critères définis par l'appel à projet, qu'il correspond aux thématiques ciblées. Alors, bon, c'est généraliste dans le cadre d'Apires. Il faut s'assurer que le sujet soit original et innovant. Tout ça, on doit le voir apparaître dans la justification de l'étude. Que les objectifs soient réalistes et mesurables. Qu'il y ait un impact à moyen terme dans la prise en charge des patients. Il faut trouver un titre percutant et un acronyme prononçable. Ah, j'ai remis un pointeur, non? Non. Si, là, ça marche, pardon. Définir les abréviations de façon claire. Il faut s'assurer que le déroulement du projet soit clair et cohérent, qu'il y ait une crédibilité du calendrier par rapport à ce que vous comptez faire, notamment si vous voulez recruter 200 patients et que vous avez une file active de 50 patients par an, voilà, c'est là où on va pouvoir se poser des questions sur la faisabilité du projet. Il faut qu'il y ait une cohérence budgétaire, que les coûts soient réalistes et entrent dans le budget de l'appel à projet et qu'ils soient cohérents avec le projet. Donc, voilà, si on a des grilles spéciales, il faut vous rapprocher de vos DRCI pour qu'elles vous aident dans le montage. Lors de la rédaction du projet, prendre en considération les critères d'évaluation de l'AP ciblée et ne pas se lancer de façon isolée dans la réponse à un appel à projet. Ça, c'est peut-être c'est un des critères les plus importants. Et les personnes qui vont vous présenter leur projet, peut-être vont vous indiquer de qui, sur quel soutien elles se sont appuyées pour pouvoir finaliser leur projet. Et reprendre les éléments transmis par les experts si c'est une seconde soumission. Ça, c'est important aussi. Donc là, je vous montre la grille. Elle est disponible aussi, cette grille d'évaluation. Donc, il y a une première page qui est liée aux critères d'éligibilité. Puis ensuite, pour la notation, il y a une évaluation scientifique avec une partie méthodologie où on va regarder si la méthodologie est adaptée à la question posée. Est-ce qu'il y a une définition précise de l'objectif principal et des objectifs secondaires? Souvent, il y a la formulation est quelquefois mal faite et ça peut être pénalisant alors que dans l'idée, alors que l'idée est correcte. Les critères de jugement, le critère de jugement principal est pertinent et il y a une justification du nombre de sujets nécessaires. Même si vous proposez par exemple une étude qualitative, vous allez devoir parler du nombre de participants qui constitueront l'échantillon de votre projet en parlant par exemple de la saturation des données.
Les critères de sélection pour la population, inclusion, non-inclusion, sont adaptés à la population qui sera concernée par les résultats. Ensuite, il y a une partie sur l'originalité, l'utilité et la faisabilité. Donc, il faut que la justification de l'étude soit bien faite et qu'il y ait une pertinence de la question de recherche. Là, on a précisé concernant l'originalité du projet et le caractère novateur, on demande aux experts d'aller chercher dans les dernières publications, dans PubMed et dans Clinical Trial, pour voir s'il n'y a pas des essais en cours ou déjà des études publiées sur le même sujet. Il faut que le projet soit utile, qu'il y ait des retombées sur la prise en charge des patients et un impact potentiel des résultats. Et la faisabilité aussi, ça c'est quelque chose qui est regardé, notamment le potentiel de recrutement suffisant, la formation des porteurs de projets et que le budget soit adapté. Il y a un petit bonus pour les projets multicentriques de 1 point. Et puis enfin, l'évaluateur donne une note où il indique si le projet lui semble intéressant et s'il doit être soutenu. Cette note va de 1 à 3. Et au total, on a un total qui se fait sur 36 points. Donc, voilà, peut-être que je vais vous laisser la parole si vous avez quelques questions et peut-être qu'elles viendront un peu plus facilement quand vous aurez la présentation des projets qui ont été financés. Est-ce que je peux... Bonjour. Oui. Oui, bonjour, c'est Soraya Date. Je suis désolée, j'ai pas pu me connecter, donc j'ai loupé la première partie. Peut-être que ça sera des questions que vous avez déjà, citées. En fait, quand on a un grand projet, moi j'ai 600 patients et du coup, si le budget ne sera pas équivalent, donc ça va te refuser automatiquement, c'est ça? Moi, je me suis dit, je vais au bout de ma réflexion. Moi, je me suis dit, je participe au moins pour financer une partie de mon projet. Est-ce que peut-être je dis des bêtises? Voilà. Merci de me donner un peu plus d'informations. Non, c'est vrai que si on voit en général, ça se passe pas comme ça. Il faudrait peut-être que avant de vous lancer sur une étude avec 600 patients, et je ne sais pas quelle est l'intervention que vous voulez évaluer éventuellement, ça correspond plus comme ça à un plus gros appel à projet type PHRIP. Éventuellement, vous pourriez réduire et proposer une étude peut-être une étude pilote ou une étude de faisabilité, ou alors justifier d'un cofinancement, mais auquel cas là c'est un petit peu comment avoir un cofinancement de 100 000 euros, ça paraît très curieux dans le cadre d'Apires. Je ne sais pas, Noémie, si tu veux prendre la parole et dire quelque chose. Oui, bah, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec toi, Sophie. C'est vrai que ça paraît être un gros projet et en tout cas, il faut afficher des cofinancements sûrs. Mais c'est peut-être pas dans les critères initiaux, en tout cas, qui répondent à cet appel à projet-là de la PIRES. Ouais, il faudrait que vous voyez peut-être avec le méthodologiste ou quoi, si vous pouvez redimensionner votre projet et faire quelque chose peut-être de moins ambitieux pour commencer à initier et puis après vous verrez si vous pouvez rebondir avec ce projet pour répondre à un PHRIP ou je sais pas, je vous ai déçu un petit peu. Non, je le savais un petit peu, donc du coup, j'avais déjà discuté avec mon directeur de thèse qui me disait que ça serait l'idée de redimensionner le projet. Ça peut être une idée très intéressante parce que c'est vrai que moi j'ai différentes étapes sur mon travail de recherche et je vais réfléchir à cette idée de revoir un petit peu, peut-être annoncer juste une partie de ma thèse et pas forcément toutes les étapes. D'autant qu'effectivement, on accepte dans les projets qui vont être retenus, il y a un objectif principal. Vous voyez?
Donc en Oui, général, oui. c'est pas voilà, donc cibler la première étape peut-être de votre projet et voilà. Et ça peut être Ok. intéressant d'afficher justement qu'il y a un cheminement derrière sur d'autres étapes En pour un perspective. projet de plus grande Tout à fait. hauteur, quoi. Ok. Juste une question, après je vous laisse la parole parce que ça me tient à cœur. En fait, moi, je fais voilà, un travail de recherche sur l'organisation du virage ambulatoire dans le cadre des inégalités en santé. Enfin, je travaille sur la coordination ville-hôpital. Vous pensez, vous qui avez plus d'expérience, est-ce que ça peut rentrer? Parce que j'ai beau lire les critères, et je ne sais pas si moi, mon projet rentre dans voilà, dans le cadre de cet appel à projet, la PIRES. Moi, je cible une organisation plutôt de la prise en charge. Je ne suis pas focus sur voilà, je parle de la coordination ville-hôpital. Et je voulais savoir si ça pouvait rentrer aussi. A priori, moi, je pense que ça peut être éligible. Tant qu'il y a une mesure avec un impact sur les patients. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Bon, De toute façon, voilà, commencer à rédiger, ça sera toujours un exercice très intéressant. Et parce que là, ce que vous me dites, ben voilà, je sais que sur le transition ville-hôpital, il y aura peut-être d'autres appels à projets. Donc, moi, comme ça, je dirais que ça me paraît pas hors champ. Enfin, je sais pas, Noémie. d'accord. Ok. De toute façon, je vais quand même rédiger. J'ai discuté Oui, avec Caroline et je vais quand même rédiger la lettre d'intention et on verra. Merci. merci. Je vais peut-être du coup, voilà, passer la parole, c'est Noémie Marchat. Je ne sais pas si Olivier est encore là ou si tu peux prendre, si je peux te donner la main sur le diaporama, Noémie. Oui, oui, tout à fait. C'est possible. Mais je pense que. Ah, je pense que c'est bon, là. On dirait. Ouais, normalement, tu as le contrôle. Ah, ça y est. Oula, oula, oula. Je suis partie un peu vite. Hop, Excusez-moi, c'est pardon. bon. Oui? Oui, pardon, j'ai levé la main. Je ne sais pas si vous me voyez. Ah, Du coup, pardon. Juste une oui. petite question par rapport je rejoins, enfin, juste la personne qui parlait précédemment sur entrer dans les critères. Est-ce que, par exemple, une équipe paramédicale qui souhaite développer, enfin, pas développer, mais déployer une application mobile, ça pourrait rentrer dans le caractère innovant et dans ce champ d'application pour votre appel à projet ou pas? Est-ce que l'application mobile, elle est déjà faite ça dépend quel est l'objectif principal? Oui, là, elle est en développement et l'idée, c'est qu'ils souhaitaient avoir du financement pour pouvoir la déployer et pouvoir enfin, l'évaluer, entre guillemets, c'est pouvoir la faire bénéficier aux patients pour qu'il y ait un retour sur le bénéfice auprès des patients. Moi, a priori, je dirais que c'est éligible. D'accord, très bien. Oui. Ouais, ouais. Mm. Très bien, merci. Du coup, on va Ouais. continuer. Donc, je vous présente. L'idée, c'était un petit peu de présenter un projet. Donc, il y a enfin, plusieurs projets, mais qui ont été retenus à la PIRES précédemment. Donc là, je vais vous parler de POP Sud, qui est une étude descriptive des taux de cicatrisation des ulcères digitaux dans la sclérodermie systémique. Et un petit peu vous expliquer le cheminement jusqu'au dépôt du projet et puis la mise en place du projet, voilà, comment ça s'est déroulé. Alors, bon, je sais pas, tout à l'heure ça marchait, ça ne marche plus. Je pense que c'est Sophie qui peut passer les diapos. Parce que c'est Sophie qui a la présentation. Ça marchait tout à l'heure, elle m'avait donné la main. Ah, tu peux la récupérer autrement. Alors, hop, demander le contrôle du clavier. Voilà.
Tu as le contrôle de la souris. Là, normalement, c'est bon, Noémie? Ouais. Euh, Je vois ça a pas l'air. la petite souris est au niveau de ton nom. mais c'est- Ah là là. Ah, ça y est, c'est moi qui ai changé la diapo là, on Ah, c'est dirait. quand je passe la souris sur le diaporama, tu n'as plus la main. Alors, il faut que je l'enlève. Voilà. Ok. Donc, pour la petite histoire, à l'époque, j'étais infirmière, enfin, je le suis toujours, mais en médecine interne depuis 12 ans. Donc, un service plutôt axé sur les maladies rares, les pathologies auto-immunes. Et dans ce service, il y avait une grande, grande volonté de dynamique de recherche paramédicale, puisqu'il y avait déjà une grosse dynamique médicale de recherche dans le service au CHU de Limoges. Tous les médecins de l'équipe publient, etc. Donc, on avait envie de développer ça au niveau paramédical et puis de travailler à partir des données probantes aussi dans notre champ à nous, les infirmières. Voilà. Et puis, ça s'est inscrit en même temps dans une démarche personnelle universitaire. Je me suis inscrite à un DU de sciences infirmières et recherche paramédicale. Et puis, derrière, j'ai enchaîné avec un master en santé publique. Enfin, voilà, c'est arrivé en même temps. Tout s'est imbriqué. Donc, en fait, quand j'étais au DU de recherche paramédicale, il a fallu choisir un sujet de mémoire de fin de DU. Donc, j'ai réfléchi un petit peu en lien avec mes pratiques et puis j'avais très envie de travailler sur la sclérodermie systémique, qui est une maladie rare, j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure, dans laquelle enfin, on exerce beaucoup dans notre service. Et puis, moi, personnellement, en tant que professionnelle, j'avais un vrai questionnement autour des soins locaux. Vous verrez, c'est des patients qui ont des soins au niveau des mains très particuliers, très spécifiques à cette pathologie. Et je me posais beaucoup de questions sur notre façon de faire et sur l'impact que ça avait sur les patients. Donc, j'ai fait un petit peu de revue de littérature sur ce sujet-là. Et puis, lors du DU, ma question, ça a été, initialement dans la question de recherche, ça a été comment, et puis un petit peu avec quel outil on pourrait avoir un impact sur les temps de cicatrisation de ces plaies-là, les ulcères digitaux. Parce que vous verrez, c'est des plaies qui cicatrisent très lentement. Donc ça, c'était un petit peu l'idée pendant le DU. Et puis, à la sortie du DU, l'hôpital, j'ai été sollicitée par le CHU et puis moi aussi, je suis revenue vers eux parce qu'on avait envie d'aller plus loin, en fait. Pour le mémoire, on faisait une proposition de recherche, mais il n'y avait rien de concret. Et du coup, là, on avait envie de concrétiser cette idée. Et du coup, on s'est lancé dans l'écriture d'une lettre d'intention. Au début, sans trop cibler d'appel à projet, mais en tout cas, déjà, l'écriture d'une lettre d'intention voilà, plus précisément. Et du coup, à ce moment-là, il y a eu une vraie analyse de la revue de littérature que j'avais fait en amont. Et puis, on a rencontré les méthodologistes et il s'est posé la question de la taille de l'échantillon pour évaluer cet outil qui pourrait être un outil de suivi dans ce type de plaie. Et là, on a été confronté à un véritable problème. Ah, ça y est, ça ne marche plus. Excusez-moi. Ça ne veut plus avancer. Sophie, mince. On a des petits soucis. Ah, voilà. Ça y est. Du coup, je vous disais, on a été face à un problème, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de données dans la littérature, de données soit récentes, soit fiables méthodologiquement, pour pouvoir calculer la taille d'un échantillon. Et donc là, les méthodologistes ont été très clairs à ce moment en me disant, c'est pas assez fort méthodologiquement parlant si on n'a que ces données-là. On disposait de données qui avaient plus de 10 ans on n'avait pas vraiment de données sur les soins locaux, c'était pas en France. Enfin, il y avait plein enfin voilà, ils m'ont dit tout de suite, on peut essayer de calculer quelque chose, mais ça sera pas assez fiable. Et du coup, tu pourras jamais passer sur un appel à projet. C'était un petit peu le discours. Du coup, on s'est dit, bon, vu qu'il n'y a pas de données, il faut qu'on la crée, cette base solide, pour que le projet il soit faisable.
Et du coup, on est parti sur un avant-projet, entre guillemets, un nouveau projet, qu'on a appelé Pop Sud. Et là, il y a vraiment eu un accompagnement multidisciplinaire autour de nous pour créer ce nouveau projet et valider des données fiables, en fait, pour pouvoir, par la suite, faire l'idée première, quoi. Et donc là, on est parti. Pop Sud, c'est donc la description, je vous l'ai dit, des taux de cicatrisation des ulcères digitaux dans la sclérodermie systémique. Et donc, c'est une étude pilote. Du coup, comme vous le disait Sophie tout à l'heure, en 2018, il y avait encore le critère étude pilote à la PIRES. Ça paraissait correspondre vraiment à ce qu'on cherchait. Donc, l'objectif, ça a été de candidater à la PIRES 2018. Et là, il y a eu vraiment au CHU de Limoges une vraie logistique qui s'est mise en place autour de moi, avec d'une part l'équipe médicale et paramédicale de médecine interne. On a vraiment travaillé tous ensemble. Il y a eu aussi l'équipe de recherche paramédicale, qui est une équipe transversale sur l'hôpital, qui a été là pour tout le soutien et tout l'aide à la construction de la lettre d'intention du projet. Il y a eu des réunions de réflexion autour de la bibliographie, etc. On a eu l'aide du CEBIMER, c'est le Centre d'épidémiologie, de biostatistique et de méthodologie de l'hôpital. Et puis, il y a eu un vrai travail aussi avec l'attaché de recherche clinique du service, qui a une vraie connaissance de la mise en place des études sur le terrain. Et du coup, voilà, on a travaillé tous ensemble sur cette étude pilote qui a été estimée à 39 697 € exactement. Le parcours un petit peu, ça a été... alors d'abord le CSM. Le CSM, c'est une instance qui est spécifique à l'hôpital de Limoges. Peut-être que vous l'avez dans certains de vos CHU aussi. C'est le conseil scientifique et méthodologique. En fait, avant de prétendre répondre à un appel à projet, on passe par cette instance institutionnelle où on vient un petit peu défendre à l'oral nos projets et où on est une première fois expertisé au niveau méthodologique et au niveau scientifique. Donc, je suis passée en CSM avant de déposer ma lettre d'intention en mars 2018. Ensuite, j'ai eu l'accord de l'institution pour déposer à la PIRES. Et puis, j'ai passé la première étape de sélection de la PIRES. Après ça, je suis repassée une deuxième fois en CSM avec mon protocole complet. Alors, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Les paramédicaux, on n'est pas très nombreux à passer au CSM. Et là, il y a une vraie... Enfin, voilà, il y a beaucoup d'experts qui posent plein de questions. C'est toujours un petit peu stressant. Il faut savoir défendre son projet à l'oral, ça, mais en fait, ça a quand même un vrai avantage puisque on est un peu en avance sur toutes les questions qui pourraient tomber en expertise, etc. Donc, on essaye d'anticiper tout ça et d'avoir quelque chose de bien carré quand on dépose. Voilà, donc j'ai eu une deuxième autorisation pour déposer mon protocole complet que j'ai déposé en juillet 2018. Et donc, j'ai été sélectionnée à la PIRES, sur la PIRES 2018. Ensuite, il y a eu toute la partie de démarche réglementaire et le protocole est passé, a été déposé au CPP en octobre 2019. Voilà, je vais vous parler, ça c'était un petit peu le parcours jusqu'à la sélection à la PIRES, mais je vais vous parler un petit peu du projet en lui-même, voilà, rapidement. J'espère que ça vous intéresse un petit peu. La sclérodermie systémique, donc c'est une maladie auto-immune, rare et chronique. C'est à peu près 6 000 à 10 000 patients en France. Donc, on est sur une maladie rare, mais à Limoges, on est centre de compétences sur cette pathologie et du coup, on a une grosse file active de 271 patients. Voilà, on ne connaît pas bien comment ça fonctionne, cette pathologie, mais en tout cas, il y a des fibroses, des anomalies vasculaires et une production d'anticorps avec des atteintes qui vont être multi-organiques, quasiment tout le temps cutanées, mais il va y avoir des atteintes cardiaques, pulmonaires, digestives, rénales. Voilà, il n'y a pas une sclérodermie qui évolue comme une autre et il n'y a pas de traitement de cette pathologie, il n'y a pas un traitement qui guérit la sclérodermie. En fait, on est vraiment sur une prise en charge individuelle de chaque atteinte, plutôt symptomatique, et du coup, on est sur des prises en charge qui sont très multidisciplinaires. Voilà. Il y a une vraie préoccupation autour de l'atteinte de la main dans cette pathologie, puisque les mains ont des atteintes qui vont être cutanées, osseuses, tendineuses, vasculaires. Et quand on interroge les patients, c'est vraiment ce qui les gêne le plus et les responsables de 75% du handicap global de la maladie. Peu importe les autres atteintes qu'ils ont, eux, ils déclarent que c'est vraiment l'atteinte de leurs mains qui les gêne le plus. Et donc, c'est sur ces mains que vont apparaître des ulcères digitaux. Et dans la littérature, on retrouve à peu près la moitié des patients qui vont présenter des ulcères digitaux
dès la première année de la maladie. Voilà, on classe ces ulcères, je vais passer un petit peu rapidement, on les classe selon soit leur stade, soit leur mécanisme. Il va y avoir les hyperkératoses, je ne sais pas si vous voyez bien, ça c'est à droite un ulcère, ce qu'on appelle un ulcère pur, parce que là il y a vraiment de la perte de substance. Il y a aussi des ulcères qui sont liés à l'extraction de calcinose, voilà, qui sont très spécifiques aussi à cette pathologie, c'est comme des petits morceaux de craie qui ont tendance à vouloir s'extraire seuls et du coup créer des plaies. Il y a le stade de nécrose, voire de gangrène, avec dans 30% des cas des auto-amputations quand on est sur le stade de gangrène. Il y a des complications qui sont fréquentes, il y a un tiers d'infection, voilà, donc on est quand même, on n'aime pas trop quand arrivent les ulcères digitaux. Le traitement des ulcères, il est d'abord préventif, c'est toutes les mesures de lutte contre le froid, enfin tout ce qui va être vasoconstructif en fait. On essaye de lutter contre ça, parce qu'on sait que c'est un des facteurs qui déclenche les ulcères. Et puis après, on a un traitement qui est surtout local, avec des recommandations de l'HAS qui disent qu'il faut qu'il y ait un traitement il faut qu'il y ait de la détertion, pardon. Donc vraiment une détertion mécanique. Et ça, pour le faire depuis des années, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Et dans la littérature, on retrouve cette donnée, que c'est des soins qui sont douloureux. Voilà, on a quelques médicaments qui semblent aujourd'hui limiter un petit peu l'apparition des ulcères, mais il n'y a pas grand-chose. C'est des vasodilatateurs, mais voilà, ça n'a pas d'effet ça n'a pas tant d'effet que ça quand l'ulcère est là et surtout à des stades avancés. En tout cas, dans la littérature, ce qu'on avait, c'est une étude de 2010 sur un assez gros échantillon qui montre que la cicatrisation, elle est longue. C'est en moyenne 85 jours. Et ça peut aller selon le stade de 25 à 300 jours presque. Donc, vous voyez, c'est des plaies qui peuvent mettre jusqu'à 300 jours à cicatriser avec des soins locaux, de la détertion quotidienne. Donc, je vous laisse un petit peu imaginer ce que ça peut représenter pour les patients. Voilà, ça a été aussi évalué en termes de coûts et c'est estimé à 20 000 € par an et par patient, le coût des ulcères digitaux. Donc, c'est ce qu'on a dans la littérature. Et quand on va chercher un peu plus loin sur les soins locaux vraiment de ces ulcères, et ben en fait, il n'y a presque rien dans la littérature. On a une étude qui a été faite par un médecin de Limoges, qui était une étude nationale qui a interrogé les patients en fait sur toute la France, qui montre que la douleur elle est intense pendant les soins locaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu déjà dans la littérature. Elle a montré dans son étude que les antalgiques ils sont quasiment systématiquement prescrits, mais que seulement 35% des patients les prennent avant les soins. Ça, c'est eux qui le déclarent. Voilà, ils disent pour 60% d'entre eux qu'ils n'utilisent pas l'anesthésie locale qui est prescrite aussi. 40% des patients ne lavent pas la plaie, 55% ne font pas la détertion et 73% des patients réalisent un pansement sec. Et alors, quand on est sur les recommandations du PNDS, c'est pas du tout ce qui est recommandé, les pansements secs sur ce type de plaie. Voilà, elle a été un petit peu plus loin en leur demandant si les médecins qui font leur suivi regardent ces plaies de temps en temps. Et en fait, alors je ne vous ai pas mis le pourcentage, mais c'est 55% des patients qui déclarent que leur médecin traitant n'ouvre jamais les pansements et 60% que leur médecin, même spécialiste de la sclérodermie, n'ouvre jamais le pansement. Et du coup, elle leur a demandé qui fait les pansements. Et les patients, ils disent que pour 47% d'entre eux, c'est eux-mêmes qui font les soins et 11% font appel à un proche pour le faire. En fait, il n'y a que 21% qui déclarent faire appel à une infirmière. Donc, quand on a ces données-là, on se rend bien compte, ça pose vraiment question sur le regard du professionnel de santé sur ces plaies, puisque si à aucun moment on n'a ni une infirmière, ni un médecin spécialiste qui ouvre ces plaies, voilà, ça c'était vraiment la question de départ qui était, voilà. Quand on a fait la revue de littérature, c'était ça qui nous a sauté aux yeux quand même. Du coup, pour PopSud, l'objectif principal, ça a été de se dire, voilà, il nous faut des données sur les soins locaux et ces ulcères digitaux, et puis des données plus récentes. Donc l'objectif, ça va être d'évaluer le taux d'ulcères cicatrisés à la fin de l'étude. L'étude, elle est prévue sur 1 an. On s'est dit qu'en 1 an, on devrait pouvoir voir cicatriser les ulcères.
Donc voilà, l'objectif principal, c'est ça, évaluer le taux d'ulcère cicatrisé à M12. Après, on a mis beaucoup d'objectifs secondaires. Donc, ces taux d'ulcère, on va les regarder à M12, mais on va aussi les évaluer mensuellement. On va aussi regarder si c'est la même chose sur la main dominante ou sur la main non dominante. On va regarder s'il y a une association entre le temps de cicatrisation et la douleur, parce que peut-être que ça a un impact aussi sur les soins, on se doute. On regarde aussi l'évaluation entre le temps de cicatrisation et la fonctionnalité de la main. C'est-à-dire que c'est des patients liés à la fibrose et aux atteintes articulaires qui souvent vont avoir un handicap fonctionnel au niveau de leur main. Et du coup, on va regarder si, voilà, s'il y a une corrélation entre le fait d'avoir ce handicap de la main et les temps de cicatrisation des plaies. On veut aussi regarder l'évaluation de l'association entre le temps de cicatrisation et la qualité de vie. Évaluer l'association entre la fonctionnalité de la main et l'observance, ça aussi, ça paraît un petit peu, voilà, on se dit que les patients qui font eux-mêmes leur pansement, mais qui ont une fonctionnalité de la main détériorée, peut-être qu'il y a voilà, il y aura une corrélation avec l'observance ou non des protocoles de soins. Ah, on va décidément, mince, il en manque un. Ah, je peux pas retourner en arrière. Bon, le dernier, c'était, c'est d'évaluer l'association, en fait, c'est stratifier les résultats sur l'âge, le sexe, la durée de la maladie, depuis combien de temps ils ont été diagnostiqués, et l'observance, voilà. C'est plutôt sur un modèle multivarié sur le dernier objectif secondaire. Du coup, pour les critères de jugement, j'ai plus la main, Sophie, là. Je sais pas. Ah, ça y est. Donc, le critère de jugement principal, ça va être le nombre d'ulcères cicatrisés à M12. Et ensuite, dans les critères de jugement secondaires, donc on va les regarder aussi chaque mois, je vous le disais, le nombre d'ulcères cicatrisés, la date de cicatrisation et sa date d'apparition, faire le delta. On va utiliser l'EVA douleur, le score de la main de Cochin, qui est un score en français validé pour la sclérodermie, qui va mesurer l'impact fonctionnel de la maladie sur la main. Le score SHAQ, ça c'est un score de qualité de vie qui a été aussi validé pour la sclérodermie. Et par rapport à l'observance globale des protocoles de soins, alors on a beaucoup cherché, mais en fait il n'existe pas de score d'observance qui concerne des protocoles de soins. Du coup, on a créé un questionnaire nous-mêmes pour essayer d'évaluer cette observance globale. Donc, c'est une étude pilote observationnelle qui est prospective de cohorte et qui est multicentrique. Le projet, il a été travaillé en amont avec le CHU de Limoges, Bordeaux et Toulouse. Et donc, c'est une étude pilote, donc méthodologiquement parlant, on n'avait pas forcément besoin d'avoir un calcul de nombre de sujets nécessaires. Cependant, on a essayé de voir avec les files actives des 3 hôpitaux et avec la notion qu'on avait de à peu près 50% des patients qui vont faire des ulcères. Et du coup, on estime qu'on pourrait inclure 78 patients en tout sur les 3 centres. Voilà, la durée de l'étude, elle est prévue de 2 ans. Ça, c'est aussi par rapport aux critères de la PIRS, avec une inclusion sur 12 mois et un suivi pendant 12 mois. Et avec l'utilisation de l'outil numérique, c'est-à-dire que c'est un cahier d'observation électronique avec un suivi par mail et par photo numérique, c'est-à-dire que les patients peuvent remplir leur questionnaire tous les mois directement de chez eux par Internet. Les critères d'inclusion sont des patients qui sont atteints de sclérodermie, avec au moins un ulcère digital actif. Donc, on ne prend pas les hyperkératoses, on prend vraiment les ulcères où il y a une perte de substance. Et puis, il faut que le patient ait soit un accès Internet ou un smartphone pour pouvoir au moins envoyer des photos. Alors, ça peut être l'infirmière libérale qui envoie la photo, si jamais il y a une infirmière libérale. Et s'il n'y a pas d'accès Internet, on a prévu la possibilité de faire l'étude sur papier. Et donc là, les patients reçoivent leur questionnaire papier tous les mois. Dans les critères de non-inclusion, c'est des critères un petit peu classiques, les patients mineurs ou privés de liberté, etc., ou qui font l'objet d'une mesure de protection légale, les femmes enceintes et allaitantes, et puis les patients qui n'étaient pas capables de renseigner les questionnaires.
Voilà, en termes de retombées, eh bien évidemment, ce qu'on espère, c'est pouvoir étayer les données françaises sur les temps de cicatrisation. Il y en a quelques-unes, très peu. Et sur les soins locaux, ça, il n'y en a pas. Voilà, et connaître évidemment un petit peu le retentissement de ces ulcères digitaux quand la prise en charge elle est ambulatoire, parce qu'on la connaît un petit peu, nous, quand on les prend en charge en hospitalier. Mais là, l'idée, c'est de voir un petit peu ce qui se passe à la maison. Et puis de voir aussi l'impact sur donc, leur fonctionnalité de la main, la qualité de vie et la douleur. Il y a aussi des enjeux derrière tout ça, on se doute bien, c'est qui vont être l'amélioration de la prise en charge, et puis des enjeux aussi en termes d'innovation et de valorisation de l'étude, puisque c'est la première étude qui va utiliser le numérique dans la sclérodermie. Et puis c'est ce qui va nous permettre de pouvoir dimensionner derrière une étude randomisée avec un nouvel outil de suivi des ulcères. Voilà. Donc l'idée, c'est un peu ça. Il y a l'étude pilote sur 2 ans, et puis derrière, l'idée d'aller sur un PHRIP avec une étude randomisée interventionnelle. Voilà, pour conclure, je peux vous parler de ce qui se passe maintenant, puisqu'en fait, on a débuté les inclusions simplement en décembre 2020, avec un retard qui a été lié au Covid, puisque toutes les études ont été stoppées un petit peu. Et puis, quand on a pu reprendre, ça a été compliqué d'aller mettre en place, etc. Du coup, les inclusions, elles sont en cours sur Limoges en ce moment et sur Toulouse. Pour l'instant, Bordeaux n'a pas souhaité se réinvestir tout de suite, donc voilà, avec le contexte. Donc pour l'instant, on inclut sur Limoges et Toulouse. Et on a demandé une prolongation là très récemment des inclusions, puisque nos 1 an d'inclusion prévus, avec toute cette histoire de Covid, ça prend vraiment du retard. Donc on attend la réponse là, du CPP pour la prolongation des inclusions. Voilà, ce que je peux en dire, c'est que c'est un parcours qui est long depuis le moment où on a eu l'idée, mais en tout cas, on s'appuie sur une méthodologie qui semble fiable et du coup qui va apporter une crédibilité scientifique, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, c'est un vrai travail multidisciplinaire, ça tout à l'heure Sophie en parlait, et c'est vrai que à partir du moment où on s'est dit on va répondre à un appel à projet, il y a vraiment la formation d'une équipe transversale qui s'est créée, et c'est vraiment agréable, en tout cas en tant que paramédicale, je trouve, d'être accompagnée comme ça et soutenue par l'institution. Voilà, et puis ça a donné un vrai élan de développement de la recherche paramédicale en médecine interne, puisque derrière, ça a impulsé d'autres idées, d'autres protocoles de recherche sur la thématique de la sclérodermie. On a fait une étude quantitative rétrospective en 2019, une autre étude qualitative en 2020. Donc voilà, ça a impulsé quelque chose, quoi. Même si celle-ci est toujours en cours, voilà, il y a d'autres choses de faites. Et puis tout ça au service de l'amélioration des pratiques pour les patients. Donc voilà, c'est l'objectif premier, et on se dit que voilà, ça va faire avancer les choses, en tout cas dans cette pathologie-là. Et je pense qu'on en est tous très contents. On espère avoir de beaux résultats. Voilà, je vous remercie. Si vous voulez, si vous avez des questions, j'espère que voilà, je reste à disposition si vous avez des questions. Merci Noémie. Je crois qu'on va tout de suite parce que comme il est 15h30, oui. Et je pense que peut-être ce serait bien que Madame Bard et puis ensuite Madame Berbon, peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour qu'on déborde pas trop après et qu'on se prenne un temps après de questions à la fin des 3 présentations. Ok. Ok, ça me va aussi, parfait. Alors, hop, essayez de reprendre la main. Oui, alors je vais vous passer le contrôle en essayant de Ah oui, bon. de pas trop manipuler ma souris. Alors, Madame Bard. Alors, hop. Normalement, si vous continuez, ça devrait être bon. Il me dit que j'ai le contrôle. Oui, ça a l'air bon. Donc, moi, je suis Céline Bard, je suis diététicienne à l'hôpital des enfants au CHU de Toulouse. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un protocole qui s'appelle EFIMOM, qui a été, alors pour ma part, j'ai fait un peu à sens inverse. En fait, je travaille dans un service de gastro-entérologie nutrition pédiatrique, et au sein de ce service, je prends en charge des enfants qui ont des pathologies digestives, qui sont à fort risque de dénutrition, qui souvent se dénutrissent en cours d'hospitalisation
Et en parallèle, on reçoit aussi d'autres enfants qui sont dénutris. Donc vraiment, moi, ma problématique, c'est vraiment l'état nutritionnel des patients qu'on reçoit à l'hôpital. Et afin d'améliorer finalement ma pratique professionnelle, j'ai souhaité réaliser un DIU qui est un DIU de nutrition clinique et métabolisme. Et tout comme la présentation finalement précédente, dans le cadre de ce DU, j'ai été amenée à mettre en place un projet ce projet, lui, s'est transformé en fait en protocole de recherche. Donc, j'ai commencé d'abord par mettre en place le protocole de recherche avant d'avoir la demande de financement et le financement à PIRES. Donc, bien sûr. Si. Donc, ce protocole de recherche, au départ, il a été vraiment mené dans le service, je dirais, avec finalement, moi, les moyens du service, c'est-à-dire le médecin de nutrition avec qui je travaille tous les jours, qui m'a suivi dans le cadre de mon DU et de ce projet. On avait un chef de projet qui travaillait avec nous, donc qui, elle, m'a aidé aussi à rédiger ce protocole de recherche. Et j'ai une toute petite aide de l'USMR, qui est une unité de méthodologie qui à l'époque… Ah, excusez-moi, je pense que vous ne voyez plus le diaporama. Excusez-moi. Oui. J'ai perdu la main. Alors. Je vous redonne la main. Hop. Ça devrait être bon là. Alors, hop. Oui. Hop. Alors, j'ai plus rien qui marche, mais on va réessayer. Demander un contrôle du clavier. Alors là, le pointeur souris est sur Noémie. Donc, ah oui, c'est bon. Alors, moi, j'ai plus rien qui marche. Mais… Ça devrait être bon là, Madame Bard. Allez, je crois que ça marche à retardement. Oui. Du coup, voilà, le projet, il a été accompagné vraiment pour la partie méthodologique du protocole de recherche, donc par l'USMR, qui à l'époque était l'unité de méthodologie au niveau du CHU de Toulouse, qui s'occupait en fait de la pédiatrie, dont je dépends. Le protocole donc a été validé par la direction de la recherche du CHU et a été soumis à un comité de protection des personnes qui a rendu un avis favorable en fait en mai 2020. Donc moi, tout comme le projet précédent, je me suis retrouvée pareil en pleine pandémie et voilà. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, finalement, les choses ont pris un petit peu de retard. Et c'est dans un deuxième temps qu'en fait, le médecin avec qui je travaille, effectivement, m'a fait part de l'APIRES, de l'appel à projet. Parce que c'est vrai que finalement, moi, en tant que diététicienne, autant j'interviens dans les services, mais tout ce qui est recherche, on est très, très loin de la recherche. Et c'est plutôt nous, les médecins, qui participent à la recherche. Et c'est via ce médecin-là que j'ai été au courant de cet appel à projet. Donc, comme ce qui vous a été présenté au début, j'ai rempli la lettre d'intention. Au départ, on l'a fait toujours pareil en petit comité. Et une fois que j'ai eu passé la première étape, là, on a réussi à mobiliser un peu plus les équipes du CHU de Toulouse et notamment les méthodologistes parce que vraiment, j'avais besoin d'accompagnement sur cette partie-là. Et donc, c'est là qu'est intervenue une autre équipe de méthodologie de l'hôpital du CHU de Toulouse et de l'hôpital des enfants. Et j'ai rencontré en fait la coordinatrice de la recherche paramédicale qui du coup ne savait pas elle que j'avais déjà mis en place un protocole de recherche et qui du coup m'a accompagnée aussi pour tout ce qui était rédaction des différentes lettres d'intention, protocole complet pour la PIRES. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est bien sûr parce que j'ai eu un avis favorable de la PIRES. Et grâce à la PIRES, du coup, le financement, moi, m'a aidé à avoir essentiellement du personnel, on va dire, parce que du coup, dans le budget, j'ai en gros un équivalent de 30% de diététicienne. Ça va être en fait une diététicienne qui va me remplacer sur mon poste actuel au sein du CHU pour que moi, je puisse être dégagée sur le projet actuel. Ensuite,
je vais avoir de l'aide pour tout ce qui est recueil de données et saisie des bases de données avec un ARC et un TEC, et une grosse partie qui va être vraiment une partie sur les statistiques, parce que le côté statistique, c'est vraiment très, très abstrait. Donc, j'ai une statisticienne qui vient de me créer une base de données pour tout le recueil des données du projet, et qui, par la suite, elle va pouvoir faire l'analyse statistique du projet, et qui me permettra après de pouvoir obtenir les résultats et publier tout ce qui est résultat de cette étude. Donc, pour en revenir vraiment au sujet de l'étude, donc mon étude, elle s'appelle EFIMOM, et en fait, c'est l'intérêt d'une échelle visuelle d'évaluation des portions alimentaires comme outil de dépistage du risque nutritionnel en pédiatrie. Donc, on est parti déjà du constat, voilà, de la dénutrition. Donc, finalement, la dénutrition, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque les besoins de l'organisme vont être supérieurs aux apports nutritionnels, c'est-à-dire à la capacité qu'a une personne, que ce soit un enfant ou un adulte, à s'alimenter et à couvrir ses apports nutritionnels. Ce déséquilibre va entraîner la dénutrition, et ce qu'on sait par de nombreuses études, que ce soit en pédiatrie ou chez l'adulte, c'est que la dénutrition va augmenter les complications et la durée d'hospitalisation. En pédiatrie, il existe depuis à peu près une dizaine d'années une semaine de dépistage de la dénutrition qui a lieu dans différents hôpitaux pédiatriques en France. Et lors de cette semaine de dépistage, on détermine certains services sur lesquels les patients qui rentrent en hospitalisation vont être étudiés avec tout ce qui est recueil de poids, taille et évaluation de leur état nutritionnel. Et on se rend compte qu'à peu près, on a 10% des enfants hospitalisés qui sont dénutris. Et on a ce taux de dénutrition depuis, malheureusement, depuis à peu près une dizaine d'années qu'on fait cette semaine de dépistage. Et on se rend compte que ce taux n'évolue pas, bien qu'il y ait de nombreuses interventions, de nombreuses sensibilisations sur la dénutrition. Donc moi, l'enjeu, c'était vraiment de faciliter ce dépistage de la dénutrition pédiatrique, toujours dans l'optique d'optimiser la prise en charge des enfants, et à terme, c'est d'essayer de compléter un arbre décisionnel du soin nutritionnel en pédiatrie. Donc ça, je vous montrerai en fin de mon diaporama ce que ça représente, parce que peut-être que pour vous, c'est un petit peu abstrait. Donc en 2019, l'HAS a émis des nouvelles recommandations pour le dépistage de la dénutrition de l'adulte, mais aussi de l'enfant. Ils se sont à peu près calés sur les recommandations qui avaient été faites au préalable pour l'adulte. Ces recommandations font intervenir deux critères qui vont être un critère phénotypique et un critère étiologique. Et là, moi, dans le cadre de cette étude, je vais plutôt m'axer en fait sur un des critères étiologiques, qui est la réduction des prises alimentaires, parce que c'est la première fois en pédiatrie que on intervient la notion de prise alimentaire et de réduction de prise alimentaire pour dépister une dénutrition. Alors peut-être que pour ceux qui travaillent déjà dans des services de soins, vous avez déjà vu des outils, parce que souvent il y en a dans les services, par exemple des disques qui permettent de calculer l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle en fonction du poids et de la taille du patient. Après, il existe aussi des disques, alors ceux-là, ils sont plus spécifiques à la pédiatrie. C'est des disques qui permettent de calculer le rapport du poids par rapport au poids attendu sur la taille, qu'on appelle, on peut dire plus vulgairement, des disques DD. C'est vraiment le petit nom qu'ils portent. Et après, vous avez des scores de risque nutritionnel qui, eux, sont très souvent utilisés par les médecins, parce qu'ils demandent d'avoir différents paramètres que n'ont pas forcément les paramédicaux dans le dossier. En revanche, les prises alimentaires et la notion de prise alimentaire n'est pas retranscrit sur des outils spécifiques, mis à part sur un outil que vous avez en bas de la diapositive là, qui s'appelle l'échelle CEFI, c'est en fait un score d'évaluation facile des ingestats. Mais cette petite réglette, cette échelle n'est validée uniquement chez l'adulte. Donc moi, mon hypothèse, c'était de me dire que cette échelle visuelle des portions alimentaires, elle pourrait éventuellement être un bon outil de dépistage du risque nutritionnel en pédiatrie. Donc là, je vous ai mis en plus gros cette échelle. Donc en fait, elle se présente sous forme d'une petite règle plastifiée qui a deux faces. Donc là, la face que vous voyez, c'est une face qui permet d'évaluer la quantité qu'a consommé le patient au dernier repas,
il y a en fait différentes assiettes et différentes portions et le patient dit quelle quantité il a mangé au dernier repas, s'il a mangé l'assiette pleine, la moitié, le quart ou les 3/4. Après, vous avez l'autre face qui est une face avec une échelle analogique où le patient dit s'il a l'habitude de manger comme d'habitude ou pas comme d'habitude, il met le curseur là où bon lui semble et en fait, le résultat se trouve sur cette phase-là. Ça donne un score entre 0 et 10 et cette échelle a été validée en disant qu'à partir d'un score en dessous de 7, les patients ont un risque nutritionnel et donc il faut surveiller et prendre en charge. Donc moi, dans mon étude FIMOM, l'objectif principal, ça va être d'évaluer pour la première fois en pédiatrie l'échelle CEFI. Dans le cadre de la pédiatrie, cette échelle elle va être réalisée par un des parents et qui servira d'outil de dépistage pour leur enfant. Pour pouvoir évaluer cette échelle, comme critère de jugement principal, on va comparer les résultats qu'on obtient par l'échelle via un score de risque nutritionnel qui a été validé en pédiatrie, qui est le Strong Kids. Et nous, on a choisi ce score-là parce que c'est le seul score de risque nutritionnel pédiatrique qui fait mention d'une notion de prise alimentaire et dans ce cas-là, une réduction des prises alimentaires. En parallèle de cet objectif principal, on va évaluer différents objectifs secondaires avec des items qu'on connaît déjà. Donc, on va essayer d'évaluer cette échelle par rapport à l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle, qui est assez souvent utilisé et reconnu, et aussi l'indice de Waterloo. Donc, l'indice de Waterloo, c'est ni plus ni moins que le rapport du poids actuel sur le poids attendu pour la taille qui permet d'obtenir un pourcentage. Et en fonction de ce pourcentage, des études ont montré que les enfants sont plus ou moins dénutris en fonction du type de pourcentage que l'on obtient. Ensuite, les patients, quand ils rentrent dans l'étude, que je les vois, en fait, ils ont réalisé un relevé alimentaire qui est réalisé sur les 3 jours qui précèdent leur venue. Le but de ce relevé alimentaire, c'est qu'en fait, je puisse établir un résultat chiffré de l'alimentation de l'enfant pour s'assurer finalement que l'alimentation correspond bien à ce qui va être éventuellement indiqué sur l'échelle. Comme je vous l'ai dit aussi précédemment, le critère principal, ça va être d'évaluer cette échelle faite par le parent. Mais ce qu'on aimerait quand même voir, c'est si, à partir d'un certain âge, l'enfant est capable de le faire lui-même et on voudrait montrer qu'à partir d'un certain âge, il est aussi fiable que si c'était le parent qui réalisait cette échelle. Au niveau de la dénutrition, comme je vous l'ai dit précédemment, on a à peu près 10% des enfants qui sont hospitalisés qui sont dénutris. En revanche, tout ce qui est notion de dénutrition hors hospitalisation en pédiatrie, on a très très peu de données. Donc, on souhaitait voir si dans le petit échantillon de cette étude-là, on pouvait éventuellement déterminer un pourcentage d'enfants qui seraient dénutris et qui ne seraient pas hospitalisés pour avoir une petite idée, mais ça serait vraiment une toute petite idée étant donné l'échantillon de notre étude. Ah, j'ai reperdu le contrôle, excusez-moi. Je crois que c'est Noémie maintenant qui a le contrôle. Ah. Effectivement. Hop. Je vous remets. Oula, moi j'ai tout perdu. Ah ouais, elle est marquée, vous avez été désigné comme présentateur. Bon. Moi, ça y est, j'ai tout perdu. Moi, j'ai plus le diaporama, Sophie. Je pense qu'en fait, il faut que ce soit toi qui désigne Madame Bard. Ok, on est vraiment désolé pour ces petits soucis, mais en tout cas, ça n'enlève rien à l'intérêt de vos présentations. Hop. Ça y est, Madame Bard. Survenue. Toutes mes excuses. Non, il n'y a pas de souci. C'est les aléas du direct.
Donc du coup, moi, mon étude, ça reste une étude pilote, non interventionnelle et prospective. Donc le nombre de sujets nécessaires a été déterminé par les méthodologistes qui ont été fixés à 50, sachant qu'initialement, on m'avait dit qu'on pouvait faire que 30 patients. Mais on s'est dit qu'une petite marge serait bienvenue au cas où pour les pertes en cours de route, les manquements de données éventuellement. Donc, on l'a fixé à 50. Donc, sachant que c'est des binômes qu'on recrute puisqu'il faut qu'il y ait forcément l'enfant et un de ses parents. Le protocole a été fait pour une durée d'inclusion de 18 mois. Malheureusement, la pandémie étant passée par là, j'ai eu du mal à recruter les patients dans ce temps imparti. Donc, du coup, on a demandé une prorogation du délai d'inclusion qui est en cours de validation par le CPP. Donc, les patients qui vont être recrutés forcément avec un de leurs deux parents. C'est des patients qui sont âgés entre 8 et 15 ans, qui doivent venir au CHU de Toulouse en hôpital de jour. Par contre, il n'y a pas de contrainte de pathologie, quelle que soit la pathologie, du moment qu'ils rentrent dans les critères d'inclusion, ils peuvent être inclus dans l'étude. L'objectif, comme je vous l'ai dit au début, c'est vraiment de faciliter le dépistage de la dénutrition, d'optimiser leur prise en charge et de compléter l'arbre décisionnel du soin nutritionnel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer à quoi est-ce que ça correspond. Donc, un arbre décisionnel, donc là, c'est l'arbre décisionnel du soin nutritionnel pédiatrique. C'est en fait, une fois qu'on a dépisté la dénutrition, comment est-ce qu'on peut la prendre en charge? Donc, vous voyez différentes branches à cet arbre décisionnel et j'ai entouré en rouge. Donc, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais en fait, il y a de noter les ingestats supérieurs ou égal à 2/3 des besoins. Donc, en fait, les ingestats, c'est l'évaluation chiffrée des apports spontanés d'un patient, donc là, à cette occurrence-là, d'un enfant. Et ces ingestats, ils peuvent être déterminés uniquement par une diététicienne puisqu'il faut faire un calcul chiffré précis de l'alimentation de l'enfant. Et en fonction de ses besoins, de combien ça représente par rapport à ses besoins, la décision et le suivi va être différent. On va prendre une ou l'autre des branches de cet arbre décisionnel. Juste après, donc là, je vous mets l'arbre décisionnel de l'adulte. Donc, vous voyez, pareil, je vous ai entouré les différentes zones qui parlent de l'alimentation. Et si on regarde plus précisément, il y a comme pour l'enfant la précision avec les ingestats qui doivent correspondre en fonction des besoins. Et en dessous, vous avez EVA avec un score 7 sur 10. Donc, l'EVA, en fait, c'est l'ancien nom de l'échelle CEFI, qui était l'évaluation des apports. Elle s'appelait comme ça avant. Et on voit que dans cet arbre décisionnel finalement de l'adulte, on peut avoir deux solutions pour prendre en charge le patient. Soit on a la possibilité d'avoir une diététicienne qui fait un calcul précis des ingestats, soit n'importe quel personnel paramédical ou même médical qui a accès à cette réglette, qui fait faire cette réglette au patient, peut déterminer le score et ainsi aider à la prise en charge et aller dans une des branches de l'arbre décisionnel. Donc vraiment, moi, l'objectif pour la pédiatrie, ça serait vraiment d'arriver à inclure la prise en charge via cette échelle CEFI. Ça permettrait que dans des services où il n'y a pas de diététicienne, où le diététicien n'est pas forcément disponible, ou voilà, d'aller au plus vite dans la prise en charge du patient. Donc, à ce jour, pour essayer de faire un petit bilan, même si voilà, j'ai pris quand même pas mal de retard, au niveau du protocole, j'ai inclus 18 binômes, ce qui devrait s'accélérer étant donné que depuis le mois de novembre, là, je suis réellement détachée à 30% sur le projet. Donc, effectivement, là, on voit que les choses avancent plus vite, même si on est confronté aux annulations de dernière minute, étant donné que c'est des hôpitaux de jour et qu'il y a tout un tas de conditions pour venir à l'hôpital en ce moment. En parallèle, lorsque moi j'ai mis en place mon protocole, par l'intermédiaire de mon DU, on a échangé avec différentes personnes et différents établissements. Et il s'est avéré que au niveau de Rennes, ils ont mis en place en fait une étude multicentrique qui va étudier la même échelle, mais par contre en hospitalisation. Donc en fait, le CHU de Toulouse s'est mis avec sur cette étude. Donc je ne sais pas si on peut remettre le diaporama. Non. Si, ça, je si. Ne comprends pas ça. Non. Non, je dois peut-être pouvoir. Non.
là. Alors, hop, je vais voir si je peux reprendre. Hop, allez. Du coup, on a intégré voilà, une étude multicentrique qui étudie cette échelle CEFI au niveau d'un service d'hospitalisation. Donc moi, mon objectif, et comme tout le monde, je pense, dans le cadre de ces études, ces appels à projets, c'est vraiment d'arriver à obtenir des résultats de ce protocole, de les publier, de les présenter lors de congrès de nutrition et d'essayer du coup de faire valider cette échelle en pédiatrie. Mais comme on l'a dit précédemment, ça n'est qu'une étude pilote qui ne permettra pas une vraie validation, mais qui probablement pourrait mener à une autre étude de plus grande ampleur, multicentrique ou peut-être en parallèle de celle qui est déjà en cours en fonction des résultats qui vont être obtenus. Voilà tout ce que je voulais vous présenter pour mon projet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Bard. Ça donne vraiment envie. J'espère que voilà, je vois qu'il y a des personnes, on dépasse un tout petit peu le temps qui s'en vont, mais je pense que celles qui restent connectées ont très très envie d'aller se lancer dans Apires. On voit, ce sont des petites choses et puis un soutien de votre établissement et puis un financement par Apires qui vous permettent d'aller essayer, voilà, d'avancer sur un petit outil qui a l'air de rien et qui a des conséquences incroyables, quoi. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment vraiment incroyable et motivant. Je vais passer la parole à votre collègue, Madame Berbon, et ensuite tous les participants pourront poser des questions à chacune des présentatrices. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, j'ai donné le contrôle à Madame Berbon. Mais ça prend Voilà. Ok, merci. Donc bonjour, je suis Caroline Berbon, je suis infirmière coordinatrice dans une équipe de prévention et de recherche au CHU de Toulouse. Je suis titulaire d'un Master 2 de recherche en épidémiologie clinique et en cours de la thèse d'épidémiologie. Et donc, je vais vous parler du projet qui s'appelle Préventidé, qui concerne la prévention de la dépendance iatrogène, c'est-à-dire la dépendance liée aux soins. Juste pour revenir sur l'idée qui nous a amené à faire ce projet de recherche, je voudrais vous rappeler ce que c'est la dépendance iatrogène. Donc, c'est une conséquence indésirable ou négative au niveau de l'indépendance de la personne, au niveau fonctionnel d'un soin qui a été pratiqué, prescrit ou oublié par un professionnel de santé, même si initialement, bien sûr, ce soin visait à préserver ou à améliorer la santé. À un moment donné, il va avoir un effet néfaste et provoquer de la dépendance chez la personne âgée. Cette dépendance, elle peut être évitable ou non. Au niveau du pôle de gériatrie du CHU de Toulouse, on a un dispositif de prévention de la dépendance iatrogène qui est assez ancien, qui a presque une dizaine d'années maintenant, sur lequel je vais revenir, mais qui est quasi exclusivement sur le pôle de gériatrie, avec un besoin de généralisation sur l'ensemble des disciplines, parce que je vais revenir en parlant du contexte du projet, mais voilà, la dépendance liée à l'hospitalisation est maintenant bien connue et on sait qu'elle est importante. Et puis au niveau de la France, il y a eu des recommandations de la HAS en 2017 qui justifient ce besoin de généralisation de la prévention de cette dépendance. Donc, on voulait tester ce dispositif de prévention de la dépendance iatrogène qui est donc en cours chez nous, mais son efficacité n'a jamais été prouvée et la littérature est très peu fournie, ce qui justifie d'en faire une étude pilote. Donc, pour la démarche, elle est assez simple puisque j'ai un parcours universitaire alors qui ne concerne pas ce domaine-là. Moi, dans mes études, je travaille sur la prévention de la dépendance, mais en prévention primaire au niveau de la médecine de ville notamment et
voilà, pas au niveau de l'hospitalisation, mais c'est vrai qu'on a comme ça ce dispositif qui est important depuis plusieurs années. Je suis moi-même au niveau de la région de l'Occitanie la référente du dispositif et donc je forme chaque année de nombreux professionnels à cette prévention de la dépendance liée à l'hospitalisation. Et puis on a toute une équipe structurée autour de cette prévention, une équipe pluridisciplinaire avec l'équipe soignante et les médecins. Donc on connaît bien le sujet, on connaît la littérature autour de ce sujet, on en a de l'expérience et donc on s'est dit pourquoi pas tenter une étude. À titre individuel, il faut savoir également que je regardais un peu les médecins, et notamment un de nos collègues médecins qui a fait une thèse sur le sujet, qui a déjà tenté un PHRC et un PrEP sur le sujet, qui n'a pas été financé. Et finalement, en tant que soignante, je me suis dit, et pourquoi pas proposer une étude sur notre dispositif soignant de prévention de la dépendance liée à l'hospitalisation. En termes d'accompagnement, donc nous on a la plateforme CARES qui est donc qui a une coordinatrice de recherche, qui m'a surtout donné les coordonnées des gens à contacter et qui me permet aussi de brainstormer, de discuter avec elle, puisqu'on a le même parcours en plus universitaire. Moi, effectivement, j'ai pas de difficulté à rédiger le projet, mais c'est surtout plutôt en termes de relecture, de discussion autour d'un point sensible qui pourrait être remis en question et surtout toujours avec cette idée de rester très concret et en lien avec le soin. Il y a l'unité de méthodologie qui me permet, qui va faire toute l'analyse ensuite statistique et m'a également accompagnée dans la rédaction du protocole et bien sûr la direction de la recherche. Mais c'est vrai que c'est plutôt dans cet ordre-là. Au départ, c'était vraiment un raisonnement très individuel et d'équipe de terrain. C'est vrai qu'avec outre mes études, il faut bien préciser que je baigne dans un milieu de recherche, puisque au niveau du pôle de gériatrie, on a ce qu'on appelle le gérontopole du CHU de Toulouse, qui est vraiment en lien direct avec la recherche, avec un climat très positif pour se lancer dans ce type d'études. Donc le rationnel, il faut savoir que 30 à 60% des personnes âgées de plus de 70 ans perdent de l'indépendance fonctionnelle dans les activités de la vie quotidienne lors d'une hospitalisation. Parfois, on confond, on utilise les deux mots par analogie, c'est-à-dire dépendance, indépendance et autonomie. Mais là, on va bien parler d'indépendance fonctionnelle pour les actes de la vie quotidienne, c'est-à-dire la toilette, l'habillage, aller aux toilettes, la continence, manger et se déplacer. Cette dépendance, donc liée à l'hospitalisation, elle peut être liée bien sûr à l'état initial de la personne, à ses fragilités avant l'hospitalisation, à la pathologie l'amenant à l'hospitalisation, qu'elle soit chronique, aiguë et à sa gravité bien sûr. Et puis elle peut être liée à l'hôpital, que ce soit par sa structure, c'est-à-dire les horaires, le matériel disponible, les contraintes liées à la structure hospitalière, l'organisation, et que ce soit aux soins et qu'ils soient, comme on l'a dit tout à l'heure, prescrits, faits ou oubliés. On va par exemple aborder le sujet des perfusions qui vont retenir et empêcher la personne de se mouvoir ou empêcher de se laver seule. On peut aborder le sujet des contentions, on peut aborder également le sujet de la mise à disposition de la personne âgée, de tout ce dont elle a besoin et qui va lui permettre de se déplacer et de continuer à être indépendante pour ses actes de la vie quotidienne. Une part importante de cette dépendance liée à l'hospitalisation peut être évitable. Alors bien sûr, il y a tout ce qui n'est pas évitable, qui est lié à la structure même et lié aux soins obligatoires. Quelqu'un qui serait en globe urinaire, vous êtes obligé de lui placer une sonde et oui, cette sonde va l'empêcher parfois de se déplacer parce que quand on est très âgé, se déplacer en portant une sonde, c'est compliqué. Mais on a aussi toute la part qui est évitable. Et donc tout ce qui peut être mis en place pour faciliter l'indépendance et la mobilité de la personne. En adaptant d'une part la structure et le matériel, eh bien on en parle
parfois, mais ça peut sembler risible, mais des pieds à perfusion qui roulent correctement, légers, adaptés aux personnes âgées, euh, tout ce qui est matériel d'ergothérapie qui permettent à la personne de manger seule, mettre une horloge et une date pour permettre à la personne d'être orientée, etc., etc. Et puis l'adaptation des soins, c'est la connaissance des besoins de la personne âgée en termes de cognition, de nutrition, de mobilité. Donc, il existe un dispositif de prévention sur le pôle de gériatrie et également, comme je le disais tout à l'heure, des recommandations très précises de la Haute Autorité de Santé qui datent de 2017. Donc, le dispositif qu'on va tester, c'est celui qu'on a actuellement sur le pôle qui rassemble une formation ciblée des soignants. C'est une formation qui dure une journée, qui est une formation régionale où tous les soignants sont conviés, quelle que soit leur discipline, et peuvent alors avoir un apport de connaissances sur la prévention de la dépendance liée aux soins et également un partage d'expérience. On a le groupe de référents soignants, c'est-à-dire que dans chaque service, chaque unité, 2 infirmiers et 2 aides-soignants sont référents du projet pour pouvoir participer à des réunions tous les 2 mois. Des réunions de référents de l'ensemble du pôle où vont être discuter des actions à mettre en place pour améliorer les choses, partager des expériences, des cas cliniques et puis remettre à jour ses connaissances. Et enfin, le troisième volet de ce dispositif, c'est le management soutenu par l'équipe d'encadrement qui est là pour entretenir la dynamique et le projet et pour notamment animer les réunions des référents. Dans la littérature, ce qu'on voit, c'est que l'efficacité, on a une efficacité relative des équipes mobiles de gériatrie sur la prévention de la dépendance iatrogène, des programmes de réhabilitation qui sont peu transposables dans toute unité. Et je rappelle que l'intention du projet, c'est de pouvoir généraliser ce qu'on réalise déjà en gériatrie. Et par contre, le dispositif tel qu'on l'a imaginé n'a jamais été testé. Donc, on va mener une étude qui est dans un premier temps une étude pilote, puisqu'on n'a pas de littérature, qui est un essai de faisabilité contrôlé, monocentrique, multisite, puisque dans l'étude pilote, on va prendre 2 unités qui vont être randomisées en 2 bras parallèles. Alors, l'étude pilote est en cluster puisque c'est les unités du CHU qu'on va randomiser et pas les patients. Donc, on va avoir une unité qui va mettre en place le dispositif soignant tel qu'on l'a imaginé en comparaison avec une unité témoin qui fera les soins usuels. Donc, ces 2 unités vont être randomisées pour savoir leur bras d'attribution. Donc, le dispositif testé, je viens de le décrire, hein, c'est la formation ciblée, les référents soignants et le management soutenu. Donc, c'est une étude pilote qui va nous permettre d'évaluer d'une part la faisabilité du dispositif et de l'étude et d'en estimer les effets. Donc, son objectif principal, c'est d'estimer la prévalence de la perte d'indépendance fonctionnelle dans les actes de la vie quotidienne chez des patients hospitalisés dans ces 2 bras. Et la mesure de cette perte d'indépendance va être faite avec l'échelle ADL de Katz. En objectif secondaire, je ne rentre pas dans le détail, on va estimer l'évolution aussi de cet ADL, les durées de séjour entre les 2 bras, des éléments également de processus, c'est-à-dire taux de remplissage des échelles d'autonomie entre les 2 bras, faisabilité du projet, les freins et les leviers pour les soignants à la mise en place du projet, le temps de travail investi et la satisfaction des soignants. Donc ça, alors je n'ai pas pensé que sur les petits ordinateurs, peut-être que ça se voyait très mal. C'est l'échelle ADL de Katz qui reprend donc les 6 critères des activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire la toilette, l'habillage, l'aide pour aller au WC, les transferts et la locomotion, la continence et l'alimentation. Et on va évaluer dans cette échelle ce que fait la personne seule, elle a 1 point par item, ce qu'elle fait avec de l'aide intermédiaire, occasionnelle, elle a 1 demi-point, et ce qu'elle ne fait pas du tout, ou en tout cas avec une aide complète, et là, elle a 0 par item. On va considérer qu'une perte d'indépendance est une perte d'au moins 0,5 points au total, hein, qui est sur 6. Et donc là, on va vérifier, on va regarder la prévalence de cette perte entre début et fin d'hospitalisation en fonction du bras d'attribution.
Les critères d'inclusion des patients, ce sont tous des personnes qui devront avoir plus de 70 ans, hospitalisées 48 heures ou plus, tout simplement parce qu'on pense que l'hospitalisation commence à avoir un effet sur l'indépendance au bout de 48 heures. Et puis aussi, c'est le temps nécessaire pour que les soignants puissent agir en prévention. Et bien sûr, pas d'autoposition exprimée. Alors, on l'a précisé par le patient, son proche ou son représentant, puisque comme vous le voyez, on n'a pas de critères d'inclusion concernant l'état cognitif du patient, ne s'agissant pas d'une intervention clinique importante. Et donc, au cas où nous incluons des patients altérés au niveau cognitif, ce qui est courant en hospitalisation dans cette classe d'âge, bien sûr, il sera représenté par son proche ou son représentant légal. Les critères de non-inclusion, c'est évidemment les situations de fin de vie et quand on a une échelle d'indépendance, l'échelle d'ADL qui est de base, alors l'échelle de base c'est 15 jours avant l'hospitalisation, qui serait égale à 0, c'est-à-dire qu'on considère que la personne est totalement grabataire de manière chronique et que donc l'hospitalisation ne va pas permettre une amélioration de cette indépendance. Les résultats attendus, eh bien, les résultats attendus de cette étude, c'est de permettre d'avoir les éléments pour dimensionner une étude de grande ampleur, comme je vous l'ai dit, en tant que faisabilité d'une part, et d'estimation des paramètres d'étude, c'est-à-dire la prévalence de la perte d'indépendance. Actuellement, on est en train, alors c'est un APIRES 2020 qui porte le titre 2020, sauf que les résultats du fait du Covid ont été plutôt donnés début 2021. Donc on est en train de finaliser la rédaction du projet et on va le soumettre aux instances avec une ambition de démarrer en juin ou septembre et l'étude va débuter par la formation des référents du bras intervention. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Encore un autre exemple dans un autre champ sur des actes qui relèvent de tous les professionnels paramédicaux. Ça semble assez simple. Le dispositif, comme vous le dites, existait, mais il n'avait pas encore été évalué. Donc ça, c'est super intéressant. J'ai vu 3 points communs en fait entre vos 3 présentations et vos parcours. C'est le déclic qui a constitué la formation, 2 DU et puis vous, le master et puis maintenant l'inscription en thèse. Et également un environnement favorable dans vos unités, un environnement favorable à l'esprit de recherche. Je pense que ça nous gagne plus facilement et c'est facilitant. Et puis l'intérêt de collaborer et de travailler en équipe. Voilà, là il y a pas mal de gens qui sont partis en raison de l'heure, mais il reste des présents, donc vous pouvez prendre la parole comme vous le souhaitez pour interroger ou questionner les personnes sur ces 3 études. Je vais peut-être enlever le partage. Et juste une petite question. Bonjour, c'est Soraya Dad, à Caroline et aux autres qui ont bien présenté. Je vous remercie beaucoup. C'était très clair, précis et super. Merci beaucoup. Vous avez répondu à l'appel à projet de 2019, c'est ça? Pour ma part, c'est celui de 2020. D'accord, 2020. Donc, ok, d'accord. Et en fait, 2020. Et donc, du coup, le projet peut durer une année, 2 ans. Il n'y a pas de minimum, maximum par rapport dans les critères. Alors, c'est 2 ans Oui, maximum c'est 2 ans. à partir de la première inclusion. D'accord, 2 ans, hein. Ok. Et c'est un appel à projet qui est reproposé tous les 2 ans. C'est pour ça qu'il y a eu 2018 et 2020, mais bon, il y a un petit décalage sur. Après, il y a toujours un petit délai, ces 2 ans, c'est depuis la première inclusion jusqu'au suivi du dernier patient inclus. Donc, en fait, qu'il y ait toujours un décalage déjà en temps normal, si on peut dire, il y a déjà
le temps de soumettre aux instances, au comité de protection des personnes et tout ça, ça dure un certain temps. En général, ça peut durer 6 mois, voire un peu plus. Et là, avec la crise sanitaire, ça a augmenté encore plus les délais et impacté beaucoup les professionnels paramédicaux. Ok, merci. Et juste une autre précision par rapport, vous avez parlé d'un climat favorable ou un contexte favorable pour développer de la recherche. Moi, je travaille dans le cadre des soins primaires, je suis en maison de santé. Le climat est lié. Voilà, les médecins, l'équipe, ils sont partants sur des idées et sur travailler ensemble pour développer de la recherche concernant des problématiques qu'on rencontre en soins primaires. Mais nous, ce qui quand même reste problématique chez nous, c'est le financement. Et à ce jour, voilà, il faudrait vraiment, on est attaché à des appels à projets, à des réponses, et sinon on peut pas avancer dans nos idées, voilà, tout ce qu'on a envie de développer en soins primaires. Voilà, c'était juste une parenthèse. Je vous remercie. Il y a Romain Lecomte. Peut-être vous pouvez prendre la parole, Monsieur Lecomte, si vous êtes encore là, qui avait une question pour Madame Bard. Il n'a pas de micro. Donc, la question était comment a été accueilli le projet de recherche par les diètes de votre équipe? Elles ont trouvé ça courageux, pour être totalement honnête. Mais non, après, ça a été, très bien accueilli. Après, ça a été quand même accompagné par mon encadrement. Et c'est aussi pour ça qu'après, on a vraiment poussé pour que vraiment l'appel à projet, je sois bien encadrée, bien entourée et pour essayer d'obtenir finalement le temps qui était nécessaire pour mettre à bien, pour réaliser à bien ce projet, parce que c'est vrai que c'était sur du temps, mais du temps en dehors du temps de travail, donc c'est vrai que ça devenait un peu compliqué. Mais sinon après, voilà, tout le monde était plutôt positif. Et voilà, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. C'est vrai que nous, on a envie de vous présenter des projets qui vous donnent envie. Voilà, parce que ça fait du bien d'entendre des choses positives, des choses qui fonctionnent. Après, on est bien conscient, nous-mêmes, dans chaque établissement, il y a des périodes plus ou moins compliquées, des fois peut-être des investigateurs qui s'en aillent, du turnover, du manque de temps, des sous-effectifs, etc. La recherche, c'est vrai que c'est déjà une première aventure de répondre, de rédiger le protocole, la lettre d'intention même. Ça peut être un petit peu excitant d'avoir une réponse positive aussi. Et puis après, il y a d'autres petits problèmes qui se présentent, notamment en termes de ressources humaines, des financements qui sont peut-être pas assez, qui sont pas bien dimensionnés. Et il y a d'autres problèmes, mais voilà, je pense que pour Madame Bard, c'était important effectivement qu'à un moment vous puissiez vous détacher pour pouvoir conduire dans de bonnes conditions votre recherche. Ouais. Une question pour Caroline. Est-ce que les infirmières qui travaillent dans les services sont inclus, enfin, est-ce que vous les sélectionnez ou vous prenez toute l'équipe pour participer à l'étude empirique? Alors, dans le cadre de l'étude pilote, on prend toute l'équipe. Toute Donc, en l'équipe. fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché surtout 2 unités dont les caractéristiques des patients pouvaient être comparables en termes de gravité de la maladie, en termes de durée moyenne de séjour et en termes d'âge, évidemment, pour avoir 2 bras bien comparables. Après, l'inclusion se fait par patient et l'unité, je maîtrise pas bien sûr, quels sont les membres de l'équipe qui vont participer au projet. Les référents, c'est la cadre de l'unité qui va les nommer. Voilà, on prend avec nous toute l'équipe concernée. Oui. Ok, merci. Noémie, tu veux peut-être faire un petit mot
conclusion et éventuellement l'étude qualitative dont tu as parlé, c'est celle que tu nous avais présentée une fois à l'occasion d'un webinaire. Oui, c'est l'étude il y a un an à peu près, on a présenté un webinaire, c'est l'étude REPI, cette étude qualitative qui était sur les représentations des soignants par rapport justement à la sclérodermie et l'impact que ces représentations peuvent avoir sur les prises en charge. Bon. Mais c'est vrai que effectivement, on voit que les parcours des fois sont longs et des fois les recherches de financement aussi. Et je crois qu'il faut pas, voilà, il faut aussi être à l'affût un petit peu des appels à projets parce que il y a aussi des appels à projets plus spécifiques en soins primaires, des choses qui parfois voilà, vont être un petit peu différents de la PIRES et dans lesquels le projet va pouvoir quand même rentrer. Donc voilà, il faut pas perdre espoir. Effectivement, le financement, ça reste le nerf de la guerre. Donc, faut essayer voilà, de le trouver puisque ça sert aussi avec les institutions après à pouvoir dégager du temps, etc. Hein, ça fonctionne comme ça, on le sait bien. En tout cas, moi, je trouve c'est très intéressant là, de voir différents projets. Ce qu'on voit vraiment, c'est que entre l'idée et le projet, il peut y avoir des chemins très différents, mais que l'important, c'est de trouver à être entouré. Voilà, il y a les dynamiques d'équipe et puis après, il y a toutes les structures qui peuvent aider, des fois dont on n'a pas forcément connaissance. Et voilà, faut pas hésiter à se rapprocher de certains contacts pour essayer de trouver dans vos institutions ou dans les autres hôpitaux qui peuvent participer à vos recherches les soutiens, qu'ils soient méthodologiques ou les expertises, etc., qui peuvent aider à monter le projet, quoi. Parce que je crois que ça fonctionne que quand on est bien entouré. Oui, ça n'hésitez pas à envoyer des emails, à prendre votre téléphone. Là, il y a sur le site du GIRSI, il y a déjà les référents paramédicaux et les relais opérationnels et d'autres personnes aussi. Donc ça, n'hésitez pas à envoyer des messages, à demander de l'aide parce que voilà, je pense que ça, c'est assez déterminant. N'hésitez pas quand même à vous lancer dans l'aventure d'écrire une lettre d'intention parce que vous aurez, même si le projet n'est pas encore complètement mûr, ça donne toujours, ça fait une première expérience et puis il y aura quelques petits retours d'expertise qui pourront être utiles après pour recycler les projets. Donc ne vous mettez pas de frein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Encore toutes nos excuses pour le changement d'interface là, juste au dernier moment. Et puis ma mauvaise tendance à bouger ma souris et à prendre le contrôle, à redonner le contrôle. Voilà, des petits soucis techniques comme ça qui sont un petit peu pénibles. Voilà, je ne sais plus si on avait fixé la date du prochain webinaire. Je crois que c'est en mars. On a tout un tas de projets pour 2022, et prochainement on vous enverra le programme un peu plus détaillé. Merci beaucoup. Merci. La richesse de vos travaux. Et merci beaucoup aussi au CHU de Toulouse. Là, on était content de les mettre à l'honneur après avoir mis Poitiers à l'honneur l'an passé. Et puis Noémie, elle est toujours là, ça c'est sûr. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et au prochain webinaire. Et répondez à Pires. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.